Donc, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui ce midi avec nous. Pardon. Hein? Donc, aujourd'hui, je vais commencer avant de débuter la webconférence. Nous tenons à reconnaître que nos activités se déroulent sur différents territoires autochtones traditionnels, autochtones non cédés. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les conséquences passées et actuelles du colonialisme. Donc, aujourd'hui, on va commencer là, avec un petit mot de bienvenue je vais vous rappeler là, les détails techniques pour la webconférence. Ensuite, on va faire la présentation de notre thématique et de nos panélistes. Ensuite, pour aller vers une discussion en table ronde et on va répondre à vos questions et à la fin là, de la présentation. Donc, pour les petits détails techniques, là, je vous rappelle de tenir vos micros désactivés là, pour assurer le mieux possible comprendre et entendre nos panélistes et éviter les fonds là, derrière. Ensuite aussi, vous pouvez, via le chat, là, converser avec les animateurs et les participants. Pour toutes les questions que vous avez pour les conférenciers conférencières, je vous invite à utiliser l'option questions et réponses. Pour les questions qui seraient déposées dans le chat, malheureusement, là, ça va être plus difficile d'avoir une attention plus particulière là, à ces interactions et à ces questions. Donc, je vous invite vraiment à utiliser le question-réponse pour qu'on puisse, là, à la fin de la web, dans le fond, à la fin de la conférence, là, pouvoir répondre à vos questions. Si vous voulez tweeter là, en direct du webinaire, n'oubliez pas d'identifier Amnesty International, donc avec le @ Amnesty International CA pour Canada. Donc, aujourd'hui, on va avoir la thématique de la conférence. On va discuter de Gaza, des différentes violations des droits humains et de la situation là, à Gaza. Cette webconférence-là est la deuxième d'une série de 4 qui vont vraiment faire état des droits là, des Palestiniens et des Palestiniennes là, et dans le fond de la situation en Israël et les territoires palestiniens. La dernière conférence a eu lieu le 5 juin et aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de Gaza. Donc, je m'appelle Catherine Lucier, je vais être la modératrice pour cette webconférence-là. Donc, je suis aussi militante là, pour la coordination Israël-Territoire palestinien occupé. On sera aussi en compagnie de Nihad Ben Salah, qui est aussi militante et coordonnatrice de la coordination Israël-Territoire palestinien occupé pour Amnesty International. Et notre invité spécial aujourd'hui est Zied Medouk. Et je vais te laisser la parole pour te présenter. Bonjour tout le monde. Donc, c'est un plaisir d'être en direct de Gaza, présent à ciel ouvert après cette nouvelle agression israélienne contre les civils de Gaza. Donc, je remercie Nihad, Catherine et Sarah pour l'organisation de cette conférence très intéressante. Et merci à Amnesty International Canada pour l'organisation de cet échange qui va me permettre d'aborder la situation humanitaire, sanitaire et psychologique et psychique pour les enfants de Gaza. Malgré cette nouvelle agression, les Palestiniens de Gaza sont toujours là. Gaza est toujours debout et les Palestiniens sont toujours attachés. Donc voilà, je m'appelle Zied Medouk, professeur de français à l'Université de Gaza, poète et écrivain d'expression française, fondateur d'un centre pour les jeunes et les enfants de Gaza. Mais je me définis toujours comme un simple citoyen palestinien, un simple citoyen qui vit l'horreur absolue avec les différentes agressions israéliennes, mais c'est quelqu'un qui a choisi de travailler, d'utiliser l'éducation comme forme de résistance par la non-violence, de travailler avec les jeunes pour leur remonter le moral, travailler avec les jeunes pour les rassurer après chaque bombardement israélien. Merci beaucoup. Merci, Zied, et c'est un plaisir là, de te recevoir aujourd'hui avec nous pour cette discussion. Donc, Nihad, je te lance la parole pour commencer cette conférence. Merci, Catherine. Bonjour à tous. Quand ce webinaire a été organisé, il y a maintenant plus de 2 mois, nous ne pouvions pas deviner que Gaza allait subir une autre agression. Donc, nous avons quand même gardé ce format, le format que nous avons planifié dès le départ,
et dont le but est de vous apporter le maximum d'informations de la situation qui était déjà très alarmante. Donc, je vais commencer, comme on le fait souvent dans nos webinaires, à donner le contexte historique du sujet qu'on aborde. Lors de notre dernier webinaire du 6 mai, nous avons donné un aperçu de l'évolution historique de la situation à partir de la Palestine sous mandat britannique jusqu'au territoire palestinien occupé aujourd'hui au XXIe siècle. Aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur un des territoires palestiniens occupés par Israël, Gaza. Donc, en novembre, donc on commence par le commencement, comme on dit. Novembre 1947, c'était la décision de l'ONU du partage de la Palestine sous mandat britannique en 2 États. Et 53% du territoire, donc comme vous le voyez dans la carte ici, 50% du territoire a été donné à Israël, 47% à la Palestine. Et en mai 1948, l'État d'Israël a été établi, mais cette décision de l'ONU n'a pas été acceptée par les pays arabes. Donc il y a eu la première guerre israélo-arabe qui a pris fin en 1949, et c'est ce qu'on appelle l'armistice. Et à ce moment-là, il y avait plus de terres qui a été grignotées par Israël. Donc, ce que vous voyez ici sur la carte, en hachuré vert, c'est le territoire supplémentaire que Israël a pris après la première guerre israélo-arabe. Et donc, si vous voyez au niveau de Gaza, donc Gaza a été intégré. Si on veut dire, le territoire dans lequel se trouvait Gaza était un peu plus grand. Et après, l'armistice, ben, c'est ce territoire que vous voyez ici, que j'ai mis avec une loupe. Donc, il y a eu plus de terres pour Israël, donc 78% du territoire, c'est Israël qui l'a pris. Donc, ça a été marqué par ça et surtout par l'expulsion de 750 000 Palestiniens de chez eux, et plusieurs d'entre eux sont allés à Gaza. En juin 1967, c'était la deuxième guerre israélo-arabe. Israël occupe la Cisjordanie, enfin, entre autres, la Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est et Gaza. Et là, a commencé par l'implantation de colonies dans les nouveaux territoires, donc les territoires qui normalement sont ce qu'on appelle les territoires palestiniens, et la destruction donc, illégale des maisons palestiniennes. En septembre 2005, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des implantations de colonies à Gaza. Et donc, depuis ce temps-là, donc, si vous regardez la carte, vous imaginez que Gaza est complètement isolé du reste de la Cisjordanie. Et depuis 2001, il est très difficile pour les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie se retrouver parce que les seuls passages qui existaient, qui étaient ce qu'on appelle les passages sécurisés, qui existaient, ont été fermés par Israël. Donc, depuis 2001, le territoire est pas mal isolé. En septembre 2005, Israël a décidé de démanteler les colonies qu'elle avait à Gaza et de retirer son armée. Mais elle a gardé un contrôle complet de tout mouvement de biens et de personnes. Donc, Israël détient le contrôle des frontières terrestres, de l'espace aérien et des eaux territoriales, de l'électricité, de l'eau, des télécommunications. Bref, ce que je vous donne, la description que je vous donne, c'est pour vous dire que Israël a continué à être la force d'occupation militaire. C'est important de garder ça en tête. Israël reste la force d'occupation militaire. En 2006, il y a eu des élections législatives à Gaza et le Hamas a été élu. Et à la suite de ces élections, le 14 juin 2007, Israël a intensifié ses restrictions sur Gaza et a instauré un blocus qui est considéré illégal. Alors, on va parler de ce territoire qu'est Gaza, et puis pour vous donner une perspective, peut-être à partir de quelque chose qu'on connaît tous très bien, enfin qu'on connaît, que les gens qui sont connectés à partir du Canada. Gaza, c'est une bande de 6 à 12 km de large et longue de 41 km. Donc, avec une superficie de 365 km².
Si on la compare à l'île de Montréal, que vous voyez ici, donc l'île de Montréal, je ne parle pas du Grand Montréal, je parle uniquement de l'île de Montréal, qui fait à peu près, disons, une moyenne de 16 km de large et 51 km de long, donc une superficie de 431,5 km². Donc, si on les compare, là, je fais superposer la superficie de Gaza sur Montréal, donc vous voyez que on peut toujours se mettre en tête que tout ce qu'on entend sur Gaza, on peut le transposer, si je transposer sur Montréal et se dire, si on avait subi ça, comment est-ce qu'on aurait réagi? Alors, c'est important de dire ici, à ce niveau-là, que la densité à Gaza est extrêmement importante. On a une densité, l'une des densités les plus importantes du monde d'ailleurs. On a 5 453 habitants par kilomètre carré dans Gaza. Donc, la population de Gaza, aujourd'hui, elle est estimée à 2,1 millions et 73% des habitants sont définis selon l'UNRWA. Donc, l'UNRWA étant l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Donc, ils sont considérés comme réfugiés du fait qu'ils ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance à la suite de la création de l'État d'Israël. Donc, comme je disais tout à l'heure, plusieurs d'entre eux sont des descendants des déplacés de 48. Il y a plus de 500 000 réfugiés vivent dans 8 camps surpeuplés de l'UNRWA et 50% de la population est âgée de moins de 18 ans, 42% moins de 14 ans. Donc, c'est une population qui est extrêmement jeune. La situation que nous allons décrire dans ce webinaire de Gaza et tout ce que Gaza a subi dans les années a fait que le taux de chômage, il y a un taux de chômage extrêmement élevé à Gaza, donc qui tourne toujours autour de 50%. Et chez les jeunes en particulier, le taux de chômage est à 69,5%. Les réfugiés, donc il y a le nombre de réfugiés, ça c'est une estimation de l'UNRWA, le nombre de réfugiés vivant sous le seuil de pauvreté sont donc au dernier chiffre là qu'on voit ici, que vous voyez sur l'écran, donc le 2018, sont à peu près à 1 million. Donc 1 million, la moitié de la population qui vit sous le seuil de pauvreté par année. Alors, un petit aparté ici, toutes les données que je vais vous montrer pendant la présentation, les sources sont soit l'UNRWA, soit le OCHA, donc c'est l'OCHA, c'est le bureau de la coordination des affaires humanitaires, et des liens vers les sites, donc les sources citées seront envoyées après le webinaire. Alors, il y a une autre source qu'on a utilisée ici pour certaines informations, c'est le Bureau central des statistiques de Palestine. C'est celui-ci qu'on a utilisé. On a utilisé aussi quelques données pour cette présentation. Tout le reste des données nous viennent aussi, c'est des données d'Amnesty, donc beaucoup de données que vous allez voir qui viennent d'Amnesty. Donc, cette situation de pauvreté que je décris ici est liée à l'isolement de la bande de Gaza et au cycle de violence que la population vit. Avant que je rentre dans les détails, j'aimerais encore une fois mettre l'accent sur quelque chose qui va nous amener, qui va être avec nous pendant tout le temps de cette présentation. Gaza est sous un régime d'occupation militaire par Israël. Israël est la force occupante. Donc, une force occupante, il y a des lois humanitaires, des chartes, des traités internationaux qui gèrent son comportement dans les territoires qui est occupé. Et si ce comportement n'est pas suivi, on parle de violation des lois internationales. Alors, les lois humanitaires internationales, je dirais par exemple la Convention de La Haye de 1907, qui, elle, gère les lois et coutumes de guerre, et la 4e Convention de Genève, qui, elle, gère la protection des civils en temps de guerre. Donc, la Convention de Genève, alors c'est important que je vous donne un peu ce que la Convention fait, certains aspects de la Convention de Genève. La Convention de Genève interdit la force occupante de tuer délibérément
de maltraiter ou déporter. Elle est responsable du bien-être de la population sous son contrôle. Une occupation militaire doit être transitionnelle pour une période limitée et les habitants doivent pouvoir vivre une vie la plus normale possible. Donc Israël doit assurer leur protection et les traiter humainement. Ça, c'est ce qu'il y a dans la 4e Convention de Genève. Alors, important de vous dire qu'Israël est le seul gouvernement qui a décidé unilatéralement que la Convention de Genève ne s'applique pas au territoire palestinien occupé. Alors, les pactes et les traités, tout le reste des pactes et les traités ont tous été ratifiés par Israël et donc le non-respect de ces pactes et traités vont être considérés aussi une violation des droits humains et pour certains donc considérés comme des crimes de guerre. Donc là, si je passe à la partie donc, qui va décrire un peu l'histoire récente, hein, l'histoire récente de Gaza, parce que quand je parle d'histoire récente, c'est-à-dire du 21e siècle, qui est une longue histoire de violence et d'impunité. On va passer à travers donc, certaines dates qui sont extrêmement importantes et qui ont donné la situation de crise humanitaire dans laquelle se trouve Gaza aujourd'hui en 2021. Donc, depuis 2005, donc depuis le désengagement d'Israël de Gaza, Israël a procédé à des bombardements au gré des événements, à des assassinats ciblés, donc, et ceci avant même de décréter le blocus, avant même l'élection de Hamas à Gaza. Le blocus qui a été instauré le 14 juin 2007, donc pour mémoire, hier, ça faisait 14 ans que Gaza est sous blocus. Donc ce blocus n'a fait qu'exacerber cette violence qui a connu des pics désastreux au fil des ans. Et donc la première opération militaire que Israël a appelée plomb durci a duré 23 jours. Donc moi je vous mets toujours dans le contexte, imaginez 23 jours de bombardement sur Montréal. Donc du 27 décembre au 18 janvier, Israël a bombardé Gaza. Ça a donné lieu à peu près 1400 victimes palestiniennes, incluant 339 enfants et plus de 5000 blessés. Du côté israélien, il y a eu 3 civils israéliens, donc 3 victimes civiles israéliennes et 4 blessés. Alors, c'est important aussi de dire, parce que 2009 a été... Ça a suscité donc beaucoup d'écrits, etc. Donc, c'est important de dire à ce niveau-là que les civils israéliens ont été victimes des roquettes du Hamas, que le Hamas a envoyées sur Israël pendant cette opération-là. Mais il est sûr, je pense que les chiffres parlent tout seuls, que la réaction d'Israël est toujours disproportionnée. Et 2009 a marqué quelque chose aussi d'important, c'est l'utilisation du phosphore blanc par Israël. Donc Israël a pris cette habitude de tester de nouveaux armes à Gaza. Donc je vais en parler au fil de la présentation. Et le phosphore blanc, qui est une matière qui brûle beaucoup, donc a été utilisé à ce moment-là, et d'où le grand nombre de blessés que vous voyez ici. 2012, suite à l'assassinat du leader du Hamas, donc le Hamas a envoyé des roquettes sur Israël, et puis donc c'est toujours le même scénario. Puis Israël a répondu avec donc des bombardements qui ont donné lieu à 71 victimes palestiniennes, dont 36 enfants, et du côté israélien, il y a eu 4 victimes israéliennes. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais préciser quelque chose, c'est qu'en 2012, c'était la première fois que Amnesty International n'a pas pu être sur place
pour documenter la situation à la suite de cette opération. Simplement parce que Israël a commencé à cesser à donner des autorisations, des permis pour les organismes de défense des droits humains. Par exemple, Human Rights Watch, depuis 2006, n'ont pas eu de permis pour rentrer à Gaza. Amnesty International, le dernier permis qu'ils ont eu pour entrer à Gaza daté de juin 2012. Donc, lorsqu'il y a eu cette opération en novembre 2012, Amnesty n'a pas pu être sur place pour documenter documenter ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, à la suite, je vais continuer dans ce narratif. Donc, à la suite de 2012, il y a eu 2014. Alors, 2014, si je me permets, là, je dirais c'est l'opération la plus meurtrière que Gaza a eue. Une opération qui a duré 50 jours, donc du 8 juillet 2014 au 26 août, où il y a eu 2256 victimes palestiniennes, dont 551 enfants, et 11 000 blessés, dont 2744 enfants. Ce qui a marqué beaucoup l'opération de 2014, c'est le nombre d'enfants qui ont été victimes. Et on se souvient, 2014, enfin du moins moi personnellement, je me souviens de cette image-là qui m'a marqué. C'est quand les informations nous ont passé le bombardement d'enfants qui jouaient sur la plage à Gaza. C'était clair que c'était des enfants et ils ont été tués de cette manière-là. Donc 2014, le nombre de victimes que vous voyez là et 6 civils israéliens, dont un enfant, ont été tués par les roquettes du Hamas. En 2018, 2018, c'est assez particulier. C'est une réaction de la société civile de Gaza qui a décidé, à l'image de tout ce qui se passe dans les territoires palestiniens occupés, d'organiser des manifestations, mais d'une manière hebdomadaire, donc d'organiser des manifestations toutes les semaines, le vendredi, des manifestations, d'aller manifester vers la frontière avec Israël, et ils ont nommé cette opération, donc ce qui faisait la grande marche du retour, qui a commencé en mars 2018, jusqu'à, je pense, l'apparition de la Covid. Et dans la grande marche du retour, là aussi, Israël a réagi avec des bombes lacrymogènes, mais aussi en tirant des balles réelles sur les manifestants, et pour la première fois aussi, il a utilisé des balles, ce qu'on appelle ces fameuses balles papillons ou butterfly. C'est des balles qui, une fois rentrées dans le corps, explosent dans le corps et détruisent complètement les membres. Donc, on a eu, ici au niveau du Canada, il y a un médecin canadien, donc Tariq Loubani, donc, qui était à Gaza à ce moment-là et qui était témoin de toutes ces blessures dues à ces fameuses balles et qui ont donné lieu à des amputations. Et on dénombre 128 amputés de la grande marche du retour. Donc, comme je disais, la grande marche du retour se faisait toutes les semaines. Les Palestiniens faisaient ces manifestations toutes les semaines jusqu'à, comme je disais, je pense jusqu'à l'apparition de la Covid, parce qu'on n'a plus entendu parler de ça par la suite. Peut-être que Ziad va nous en parler un peu. Mais sinon, à la suite de ça, il y a eu, bien sûr, et là, c'est frais encore dans notre tête, il y a eu cette opération récente de 2021 qui a commencé le 10 mai dernier, qui a fini donc le 21 mai, enfin, le cessez-le-feu était le 21 mai, donc 11 jours, qui ont donné 272 victimes palestiniennes, dont 70 enfants, et 12 victimes israéliennes, dont 10 enfants. Donc, vous voyez ici, et puis au niveau des blessés, donc il y a eu 1948 blessés du côté palestinien, dont 610 enfants. Ce que vous pouvez voir ici, c'est des données intéressantes, mais c'est des données qui montrent l'exode des Palestiniens à l'intérieur même de Gaza
quand il y a des bombardements intenses qu'Israël fait pendant toutes ces opérations. Donc là, c'est ce qui s'est passé en 2021, mais imaginez que dans toutes les autres opérations, c'était la même chose que les Palestiniens faisaient. Donc ils fuyaient les bombardements et pour aller vers les écoles de l'UNRWA ou aller dans leur famille. Et donc vous voyez du début de l'opération jusqu'à la fin, le nombre de personnes qui sont sorties de chez eux pour aller s'abriter. Donc, je ne sais pas, Ziad, si tu peux ajouter quelque chose, au moins pour la grande marche du retour, ce serait intéressant de nous en parler un peu plus. Très bien. Merci beaucoup, Nehad, pour ces informations très intéressantes avec des chiffres, avec des statistiques, avec des nombres exacts à proximité des victimes, donc surtout les victimes palestiniennes, notamment les civils, les enfants. Donc voilà, comme vous avez dit, depuis 14 ans, donc aujourd'hui, on entre dans le 15e année de blocus. On peut dire que dans les 20 dernières années, la population de Gaza n'a pas vécu des moments de bonheur, de joie, que de souffrance, que de violence, que de bombardements, que de morts, de blessés et surtout des destructions massives. Et comme on a vu avec les 11 jours des bombardements intensifs entre le 10 et le 21 mai, donc c'était le quatrième offensive militaire israélien en 12 ans, après celle de 2009, 2012, 2014, en passant par la marche de retour. Donc, cette fois-ci, c'est la plus meurtrière et la plus dure au niveau de la destruction massive. On peut dire que 30 à 35% de l'infrastructure civile était détruite totalement. Vous avez indiqué donc les nombres de victimes, mais il y a des destructions massives. Entre 2009 et 2021, les 4 offensives, c'était les infrastructures civiles. Donc, personne n'était à l'abri, mais surtout aucune structure civile comme les routes, les écoles, les universités, les terrains agricoles, donc les usines, donc les bâtiments, les tours, les agents de presse étaient épargnés de cette destruction massive. Pour la marche de retour, c'était, on peut dire, une transformation dans la lutte palestinienne, notamment de Gaza, parce que Gaza, il est connu par la domination des factions militaires qui prennent pour une résistance militaire, ça veut dire qu'ils lancent des roquettes et des missiles contre les localités israéliennes. Parce qu'en Palestine, en fait, on est occupé. Et comme vous avez parlé de droit international, la Convention de Genève, de la Haye, et donc il y a une violation permanente de la part de l'armée et de l'occupation israélienne de tous les accords, toutes les conventions internationales. Mais le droit international donne aux Palestiniens le droit de résister par tous les moyens. En fait, en Palestine, nous avons 4 formes de résistance. La résistance par la négociation de paix, et la résistance militaire, la résistance par la non-violence et la résistance par l'attachement à la terre. Et toute forme de résistance est légitime pour nous parce que chaque parti, chaque faction résiste à sa façon pour dire non à l'injustice, pour dire non au crime israélien. Et donc, c'est ça la résistance. Il y a une résistance militaire. Mais en 2018, il y a eu une transformation dans la lutte des Palestiniens et donc il y avait une domination de la lutte non violente à Gaza parce que Gaza était connu par les missiles, les factions militaires, mais il y avait un rôle plus important de la société civile palestinienne, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les associations. Ils ont décidé d'organiser des manifestations pacifiques, donc non violentes. Et en fait, vous avez bien indiqué, Nehat, qu'il y avait des zones tampons. En 2005, après le départ de l'armée israélienne, après le démantèlement des colonies israéliennes illégales. L'armée israélienne, c'est vrai, elle s'est retirée de la bande de Gaza en octobre 2005, mais elle a gardé le contrôle sur toute la bande de Gaza. Le ciel, les frontières et la mer de Gaza est contrôlée jusqu'à maintenant par l'armée et l'occupation israélienne. Ils bombardent, ils attaquent, la marine israélienne attaque les pêcheurs, les soldats attaquent les paysans sur les frontières. Et donc, malgré le départ, le retrait de l'armée israélienne, l'armée, elle a créé 3 zones tampons. Zones tampons, ça veut dire des zones de 500 mètres. Ce sont des territoires palestiniens à Gaza, mais qui ont été confisqués, qui ont été dominés par l'armée israélienne, qui a créé des zones tampons. Ça veut dire qu'il est interdit aux Palestiniens de s'approcher de ces zones tampons, donc des espaces de 500 mètres au nord, au centre et au sud de la bande de Gaza, 3 zones tampons, où les soldats, les chars, les tanks israéliens, ils peuvent mener des incursions et surtout, il
qui tuent les paysans qui viennent travailler leur terrain sur ces zones tampons. En 2018, donc, suite à un accord et des réunions avec la société civile, les Palestiniens, ils ont décidé d'organiser des manifestations pacifiques. Ça veut dire, et tous les vendredis, entre de 14h et 16h, ils vont vers ces zones tampons massivement, des milliers, 50 000 jusqu'à 100 000 selon l'occasion. Et ça a duré presque un an et demi, même si les victimes étaient plus de 200 victimes, parmi eux, il y avait des imputés. Mais l'avantage qu'il y avait un ordre pour les organisateurs de ne pas utiliser les armes, de ne pas utiliser des pierres, et seulement manifester pacifiquement. Mais les soldats israéliens, ils ont riposté par des tirs des snipers israéliens contre les manifestants palestiniens. Et donc, pendant ces presque 13 mois, les Palestiniens, ils ont respecté l'ordre, ils n'ont pas attaqué ni par les armes, ni par les pierres, et ils sont allés avec leur poitrine pour pas provoquer les soldats, comme disait la propagande israélienne, mais pour dire non à l'injustice et pour dire que c'est ici notre terre et que assez d'occupation, assez de colonisation, assez d'injustice. Et donc, pendant un an et demi, le problème que, et ça c'est une réalité, que l'armée israélienne n'aime pas les actions non violentes. Et on voit ça en Cisjordanie, parce qu'en Cisjordanie, il y a des manifestations magnifiques où il y a des solidaires internationaux, il y a des pacifistes israéliens qui manifestent à côté des villageois palestiniens, qui manifestent pacifiquement contre la présence des soldats et des colons israéliens. Donc en 2018, c'était l'expérience à Gaza. C'est une expérience magnifique, mais c'est l'armée israélienne qui a reprimé cette manifestation. Et donc, après un an donc, de 13 mois, malgré donc, le bilan très lourd de cette escalade, de cette répression israélienne, les Palestiniens, ils ont décidé d'arrêter donc cette expérience. Ils voulaient reprendre ces manifestations qui donnent des résultats magnifiques. Ça veut dire qu'il y avait l'unité nationale palestinienne et surtout il y avait la solidarité internationale. Il y avait davantage les médias, la communauté internationale, ils ont mis le doigt sur ce qui se passe en Palestine, à Gaza. Il y a beaucoup de journalistes. Comme vous avez dit, il y avait des médecins donc québécois au Canada qui sont venus pour aider les soignants et les ambulanciers, les psychologues et les médecins palestiniens. Et donc, il y avait une forte solidarité internationale. Le problème, il y a eu la crise sanitaire depuis 2020 et donc les Palestiniens ne pouvaient pas aller à cause de crise sanitaire pour reprendre ces manifestations. Donc pendant un an, il n'y a pas eu d'affrontement, il n'y a pas eu de manifestation et malheureusement, c'était en mai dernier, le mois dernier, qu'il y a eu une nouvelle provocation avec ce qui s'est passé à Jérusalem. Même jusqu'à maintenant, aujourd'hui, il y a des manifestations. Et donc, les factions de Gaza, ils ont riposté par. Donc, la marge de retour, on peut dire qu'il y avait trois aspects très importants, qui étaient l'unité nationale palestinienne, parce que malheureusement, il y a la division interpalestinienne avec deux groupes à Gaza. Deuxième aspect, il y avait un rôle plus important de la société civile. Et surtout, il y avait le retour à la non-violence comme action de résistance. Et donc ça, il a changé l'image de Gaza et c'était trois éléments très importants pour les Palestiniens de Gaza. Donc voilà en général la marge de retour. C'était pour nous, la société civile, c'était un élément très important de lutte contre l'occupation et surtout que c'est les manifestants palestiniens, donc tous les vendredis, et pendant 13 mois, malgré donc les tirs des snipers israéliens, malgré les représentations et représailles et la répression de l'armée et des soldats israéliens, des snipers qui tiraient sur les genoux et sur les jambes et les pieds des jeunes Palestiniens. Mais les Palestiniens, ils ont insisté à l'époque pour aller manifester. C'était une étape très importante de la lutte, on peut dire populaire, la lutte non violente des Palestiniens contre l'occupation et contre l'injustice. Ok, ben merci. Moi, la grande question qui reste par la suite, qu'en est-il de l'impunité? Alors, c'est de regarder un peu tout ce qui s'est passé, donc toute cette histoire de violence et de se dire, qu'en est-il de l'impunité? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait par rapport à ça? En 2009, les Nations Unies ont demandé une enquête, bon, de suite justement aux différentes victimes, aux violations des différentes lois internationales,
Donc, les Nations Unies ont demandé une enquête, ont commandité une enquête, je dirais, qui a été menée par un juge, donc Goldstone. C'est pour ça que la mission s'appelle la mission Goldstone, dont le but est d'enquêter sur toutes les violations du droit international, des droits de l'homme et du droit international humanitaire perpétrées dans le cadre des opérations menées à Gaza avant, pendant ou après la période allant du 27 décembre au 18 janvier, donc pendant l'opération Plan durci de 2009. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette enquête a donné lieu à un rapport qui est sorti en septembre 2009, qui a mis en exergue les violations des droits humains, les crimes de guerre, mais a aussi couvert certaines parties de la Cisjordanie et documenté les violations dans ces parties-là. Ce qui s'est passé, c'est que cette mission a eu vraiment beaucoup de misère à aller rassembler les informations qu'il faut parce qu'Israël ne leur a pas permis de rentrer à Gaza. Et donc, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites par vidéo. Donc, ça a été très, très difficile de mener cette enquête. Et malgré ça, le rapport est sorti en septembre 2009. Et à la suite de ça, la grosse question est et alors, ben, il n'y a eu aucun impact des gouvernements. Israël n'a pas reconnu ce rapport-là, complètement nié tout ce qu'il y avait dans ce rapport-là. Et depuis 2009, il n'y a pas eu une autre enquête d'envergure comme celle qu'on a vue en 2009. Donc maintenant, c'est dire, bon, on a exposé la situation, c'est de dire, bon, tout ce qui s'est passé historiquement, qu'est-ce que ça a donné au niveau de Gaza? Et là, ce que ça a donné, c'est au niveau de la situation socio-économique de la bande de Gaza. Donc, pour saisir la situation sociale de la population de Gaza, il est important de connaître sa répartition sur le territoire. Donc, comme il a été dit au début, l'UNRWA gère 8 camps de réfugiés surpeuplés qui sont indiqués ici sur la carte que vous voyez par des triangles rouges. Et les photos à droite vous donnent une idée de quand on parle de camps de réfugiés, qu'est-ce qu'on veut dire par camp de réfugiés. Okay, ce n'est pas les belles maisons de l'île de Montréal et c'est des camps, comme je disais, qui sont surpeuplés. Donc vous voyez un peu les rues, comment elles sont étroites. Les autres camps que vous voyez qui sont montrés ici en bleu et en mauve, ce sont des camps de fortune pour accueillir la population qui fuit les bombardements. Autre chose qui est importante aussi à garder en mémoire, c'est que dans ce cas de blocus, les Palestiniens de Gaza ne peuvent, il y a uniquement deux points d'entrée. Il y a Erez avec la frontière avec Israël, qui est ici, et il y a Rafah qui est avec la frontière avec l'Égypte, et puis qui est ouvert, qui est fermé un tiers du temps. Et les Palestiniens n'ont le droit de sortir de Gaza qu'en passant par l'un ou l'autre de ces points-là lorsqu'ils ont un permis d'Israël. La situation, donc je continue sur la situation socio-économique. La situation économique est, elle, dictée par les multiples restrictions imposées par Israël par voie de mer et de terre. La voie aérienne, on n'en parle plus, elle est inexistante depuis qu'Israël a complètement détruit l'aéroport, donc qui se trouve, je pense, à ce niveau-là, qui a été détruit en 2001. Donc, ce que vous voyez ici, là, ce que je montre, c'est la zone de pêche. Alors, vous comprenez que sur toute sa longueur, Gaza est sur la mer Méditerranée et que la pêche fait partie des moyens de subsistance de la population. Donc, ce que vous voyez ici, donc ce que vous pouvez constater, c'est plusieurs zones qui sont indiquées de manière différente. Il y a cette zone-là, la zone ici qui est en bleu hachuré, qui correspond aux eaux territoriales de Gaza. Et puis, il y a ces zones-là, la zone bleue qui est tracée ici, qui a été issue de l'accord d'Oslo. Et puis, il y a la réalité. Donc, la réalité, c'est ce que vous voyez ici, qui correspond à combien de 1000 marins les pêcheurs ont le droit de parcourir
ou le droit, bien sûr, selon le droit d'Israël, et qui, en fonction des années et en fonction de ce que Israël décide de ces années, va varier. Donc finalement, les pêcheurs de Gaza n'ont pas le droit d'aller pêcher dans les eaux territoriales légales qui reviennent à Gaza, mais dans des zones qui sont très très proches de la côte. Donc ça c'est par rapport à la pêche, par rapport donc là c'est une carte qui nous montre aussi, c'est important aussi de le voir, qui nous montre aussi les différentes frontières. Donc vous voyez ici les zones où il y a la clôture, donc c'est une clôture grillagée avec le mur de séparation. En rouge, vous voyez la zone qui est interdite sauf aux agriculteurs. En hachuré, ce qui apparaît ici, c'est la zone tampon militaire. Et j'aime bien le mot toujours accès déconseillé, ça veut dire c'est à vos risques et périls si vous venez par là. Et donc, les accès, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, mais il y a aussi des accès uniquement pour les marchandises que vous voyez ici. Donc, toutes ces restrictions vont faire que, du point de vue économique, ça va rendre la vie à Gaza assez tendue. Et vous voyez ce que ça donne, donc les multiples restrictions et surtout les différentes destructions qui ont eu lieu. Gaza ne peut pas se relever s'il y a des restrictions au niveau des frontières, restrictions pour l'accès des marchandises, et restrictions au niveau des zones de pêche. Donc, ce que ça donne, c'est différentes situations. Je vais parler un peu, je vais vous montrer des images qui vont donner peut-être un peu plus une idée de ce que, quand on a parlé des destructions des différentes années, ce que ça donne dans la vie réelle. Donc, par exemple, ce qui est extrêmement important, et puis vital, on s'entend, c'est l'eau potable. On estime que uniquement 3% de l'eau est potable à Gaza. Je dirais aujourd'hui même moins que ça. L'électricité, il y a 80% des besoins en électricité qui ne sont pas couverts. Et puis l'électricité, elle est gérée par Israël. Donc ça reste toujours au gré de ce que veut faire Israël. Et puis on estime, par exemple, ici, vous avez, en fonction des années, la moyenne par jour en électricité donc, à Gaza. Et bien évidemment, l'insécurité alimentaire. Donc, si il y a des restrictions au niveau de ce qui rentre, puis c'est normal que les gens doivent vivre avec ce qu'ils ont à l'intérieur, mais si leur agriculture est menacée, avec justement toutes ces opérations de violence, là, il y a 47% justement d'insécurité alimentaire. Donc là, j'ai fait un petit exercice pour voir ce que ça donne sur le produit intérieur brut. Et bon, je pense que je n'ai même pas besoin de vous expliquer ça. Vous voyez le produit intérieur brut de Gaza comparé à Israël. Bon, vous me direz, Gaza, c'est une région, Israël, c'est un pays, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de la stagnation durant les années à cause de la situation économique du pays. Alors, quand je parle de menace des moyens de subsistance, voilà, ça c'est des images qui ont été documentées donc, par Amnesty, quand Amnesty avait encore le droit de rentrer et de prendre des photos. Vous voyez ici une station d'épuration qui a été détruite. Et puis, en même temps, il y a eu même des stations d'eau potable qui ont été détruites et les eaux usées et l'eau potable se sont mélangées. Et c'est pourquoi il y a aujourd'hui un problème d'accès à de l'eau potable à Gaza. Vous voyez, au niveau de l'industrie, ici, c'est des cimenteries qui ont été saccagées. On se dit, ça a été bombardé, ça a été saccagé, comme d'autres types d'industries. Par exemple, comme ici, vous avez une usine de produits électriques qui a été complètement saccagée. Et encore plus grave, c'est le bétail qui a été abattu et les cultures qui ont été dévastées. Ça, c'est des images de 2009, mais c'est juste pour vous donner une image de ce qui aurait pu se passer, qui a pu se passer pendant les autres attaques qui ont eu lieu sur Gaza.
Maintenant, c'est de voir aussi, ce qui est important aussi, c'est la restriction des mouvements et son impact sur la vie des gens. Alors, la restriction des mouvements, c'est que les gens sont là dans une superficie qui est celle de l'île de Montréal depuis maintenant 14 ans, et il y a juste quelques personnes qui ont eu la possibilité de rentrer ou de sortir de cette zone-là, et pour aller, parce que ces gens-là ont des familles en Cisjordanie, et il faut qu'ils aient un permis d'Israël pour se déplacer. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le nombre de permis qui ont été octroyés, donc, parce que c'est le nombre d'entrées et de sorties. Alors, le nombre d'entrées et sorties, j'aimerais quand même faire une précision ici. Ce que vous voyez ici, c'est le nombre total. Donc, le nombre total inclut le personnel diplomatique, les organismes humanitaires, etc. Mais les visites personnelles, c'est-à-dire des gens de Gaza, par exemple, pour 2009, vous voyez, il y a eu 7822 entrées et 8033 sorties sur Erez, et puis beaucoup moins aussi du côté de Rafah. Donc, cette situation a fait que il y a des familles qui sont séparées, il y a des familles qui ne vivent pas, n'arrivent pas à se rencontrer. Et puis, dans la slide qui suit, je vais vous montrer une petite vidéo qui va illustrer ce que je viens de dire. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de son. C'est ça, Catherine? En effet, il n'y avait pas de son, mais avec les sous-titres, je pense qu'on a pu capter l'essentiel de la vidéo, et Sarah va mettre le lien dans le chat là, pour ceux et celles qui voudraient réécouter la vidéo et voir la série là, de Visualize Palestine. OK. Très bien. Là, je vais passer à la partie de l'accès à la santé. Donc, ça qui est une répercussion finalement de ce que je viens de dire, donc du fait que les gens n'ont pas la possibilité de sortir de Gaza sans des permis israéliens. Et là, vous voyez un peu les demandes refusées ou retardées, des demandes de permis pour des malades. Et il y a aussi les demandes enfin, pour les médicaments essentiels. C'est ce qu'on montre ici, c'est le stock pour moins d'un mois au niveau donc, sur une année. Donc là, on voit 2020 et 2021 sur une année comment les médicaments essentiels, le stock pour moins d'un mois, hein, on s'entend bien, comment il évolue. Et puis aussi au niveau du temps d'attente en jour pour une infection ORL à l'hôpital Shifa. Donc, ces mouvements, le fait que les mouvements sont restreints,
fait qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à sortir. Et puis, on compte en 2017, on compte que plusieurs personnes meurent. Il y a eu 54 personnes qui sont mortes en 2017, qui sont décédées en attendant leur permis pour aller se soigner à l'extérieur de Gaza. Maintenant, avec la situation de la COVID, je ne sais pas, Ziad, si toi, tu peux nous parler un peu de la situation de la COVID à Gaza, puisque ça a donné ce que ça donne, ce que ça a donné aujourd'hui. Très bien, donc merci beaucoup Nihal pour ces précisions. Donc j'aimerais bien ajouter sur le blocus israélien, après je vais aborder la crise sanitaire depuis 1 an et demi à Gaza, depuis le mois de mars 2020 jusqu'à le mois de juin 2021. Donc le blocus israélien, ça veut dire que soit un blocus, c'est un blocus illégal vis-à-vis au droit international et il y a une liste de presque 800 produits qui sont interdits d'entrer dans la bande de Gaza par ordre militaire israélien. Ça, c'est des produits, des médicaments, des produits alimentaires, des pièces de recherche qui sont interdits d'entrer par ordre. Le blocus, il a causé la mort de presque 1200 personnes en 14 ans. Ce sont en majorité des patients, des Palestiniens. Soit, comme vous avez dit, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu l'autorisation, le permis d'aller se soigner, soit dans les hôpitaux égyptiens, soit dans les hôpitaux israéliens, soit dans les hôpitaux palestiniens de Jérusalem, de Jordanie, soit des patients qui n'ont pas trouvé des médicaments, qui n'ont pas trouvé d'opération nécessaire. Donc, il y a 1200 Palestiniens qui ont perdu la vie à cause de ce blocus israélien inhumain imposé depuis presque 14 ans. Maintenant, pour la crise sanitaire dans la bande de Gaza, on peut dire qu'il y avait 3 étapes pour cette crise sanitaire. Donc, la crise sanitaire, elle a commencé, on peut dire, au mois de janvier, février, partout dans le monde. Gaza, elle a commencé seulement le mois de mars. Gaza, parce qu'il y avait le blocus, il n'y avait pas de contact avec l'extérieur, les frontières étaient fermées, et donc il n'y a pas eu de contact entre les Palestiniens de Gaza. Et le premier cas, c'était les Palestiniens qui sont rentrés via l'Égypte. Donc, c'était les 2 premiers cas. C'est seulement le mois de mai 2020 que les premiers cas de Gaza, de l'intérieur de Gaza, les bâtiments et les immeubles se côtoient. Comme tu as dit, il y a beaucoup 8 camps de réfugiés où la population est surpeuplée et les immeubles et les bâtiments se côtoient et les contacts humains sont au quotidien. Même si les Palestiniens de Gaza, ils ont vécu pas seulement le confinement, mais le double confinement, donc avec le blocus. Voilà. Et donc, le premier cas infecté à Gaza, c'est le mois de mai, donc après 3-4 mois dans le monde. Donc, voilà. On peut dire qu'un an après, on peut dire que la situation se contrôle. Si on va parler de nombre de morts, on a 1150 morts palestiniens à cause de Covid. Donc, en presque 14 mois, c'est pas beaucoup. On a 13 000 cas infectés et contaminés par le Covid. Le problème à Gaza, il y a eu 3 problèmes graves. D'abord, il y a un manque de lits de réanimation et les hôpitaux étaient débordés parce que dans toute la bande de Gaza, il y a un seul hôpital principal dans la ville de Gaza. Après, il y avait des centres médicaux et des cliniques qui ne sont pas équipés. Et même les équipements médicaux, quand ils tombent en panne à cause de blocus, il n'y a pas de pièces de recharge, il n'y a pas de maintenance. Ça, c'est un problème grave. Donc, dans toute la bande de Gaza, on a eu seulement 50 lits de réanimation. Pendant la crise sanitaire, surtout le mois de juillet dernier, et à cause de blocus et la fermeture de frontières, l'armée de l'occupation a interdit l'entrée soit des lits de réanimation et surtout des équipements médicaux et il a interdit l'entrée de kits de dépistage. C'est seulement avec la pression de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, que l'armée israélienne, en août, qu'elle a commencé à envoyer des kits de dépistage pour tester le. Voilà. Après, entre le mois de septembre et décembre, dans 4 mois, on a eu une vraie crise avec l'augmentation de nombre et que les Palestiniens, donc c'était les autorités de Gaza, ils ont imposé des mesures restreintes qu'ils ont donné des fruits. Ça veut dire il y a eu le couvre-feu à 18 h le soir. Il y avait eu la fermeture totale de toute la bande de Gaza vendredi, samedi. Et il y a eu donc des solutions. Donc, voilà. Donc, même si on a vécu 3 mois de double confinement parce qu'il y avait le blocus, mais on a réussi donc à dépasser ça.
Après, quand il y a eu l'histoire de vaccins, l'armée israélienne, il a interdit le vaccin. Pas seulement, il n'a pas envoyé des vaccins à Gaza, mais il a interdit le vaccin pour les Palestiniens de 48, pour les travailleurs palestiniens qui travaillent en Israël et pour les prisonniers palestiniens, presque 4700 Palestiniens, donc les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes. Donc voilà le comportement, donc une autre violation des conventions donc, de droits de l'homme. Et donc seulement avec toujours la pression de l'Organisation mondiale de la santé, c'est seulement le mois de février dernier donc, que l'armée et l'occupation israélienne qui contrôle toute la bande de Gaza, qu'il a envoyé 1200 vaccins. Maintenant, on peut dire que le problème des vaccins s'est réglé parce que on a davantage de vaccins. Il y a presque 100 000 vaccins qui sont rentrés. Le problème qu'au début, les Palestiniens de Gaza ils hésitaient d'être vaccinés. Maintenant, ça va. On peut dire qu'il y a 60 000 Palestiniens qui ont été vaccinés. Il y a davantage des Palestiniens. Et donc, on peut dire que la crise sanitaire a été maîtrisée grâce aux mesures donc, de blocus, de couvre-feu et des fermetures totales des marchés et des lieux publics et la donnée des fruits. Donc, le problème que l'agression israélienne de mai dernier et la poursuite de blocus, c'est ça le plus important pour nous, même si la crise sanitaire il a infecté la population, il a des effets donc, négatifs sur la population, mais il a limité les déplacements. Mais on peut dire les Palestiniens de Gaza aujourd'hui, ils attendent une solution politique, même si maintenant ils sont en train de constater les dégâts après cette nouvelle agression, même si le blocus est là. Et le problème pour les Palestiniens, avec cette crise sanitaire, avec ces nouveaux bombardements intensifs de 11 jours, ils sont en train d'observer et on répète toujours les mêmes histoires. Ça veut dire, comme vous avez dit, il y a eu 5 ou 6 offensifs avec le marche de retour et donc des agressions. C'est toujours les mêmes scénarios. Ça veut dire agression israélienne, morts, blessés, destruction massive côté palestinien de Gaza. Le lendemain, les donateurs, ils envoient des dons pour la reconstruction de Gaza. Les Palestiniens, avec leur volonté, ils reconstruisent et ils construisent. Le lendemain, les Israéliens viennent pour démolir. Et donc, c'est pour cela, avec l'impunité d'Israël, donc tout est possible d'avoir une 5e agression dans les semaines, voire des années qui, voilà. Donc, tant que, parce que ici, les Palestiniens aujourd'hui de Gaza, ils ne réclament pas la lune, ils demandent seulement l'application du droit international. Et comme vous avez dit, Israël est en train de violer, pas seulement n'est pas en train d'appliquer les accords de paix, mais il est en train de violer toutes les conventions de La Haye, de Genève, de toutes les conventions de droits de l'enfant, de droits des Palestiniens. Donc voilà aujourd'hui qu'est-ce qui se passe au niveau de crise sanitaire et crise humanitaire en bande de Gaza. Mais peut-être une dernière chose avant de vous laisser la parole. Peut-être vous avez parlé du passage de Rafah et de Erez et comme vous avez constaté que le nombre de Palestiniens qui ont quitté par rapport aux Palestiniens qui sont retournés, qu'il n'y a pas beaucoup de Palestiniens qui ont quitté depuis 2009, depuis la première offensive jusqu'à la 4e, en passant de marche de retour, malgré la souffrance, malgré la crise humanitaire, malgré les conséquences dramatiques, que les Palestiniens ils sont toujours là. Donc, malgré l'ouverture des passages, que le nombre de Palestiniens, et donc on peut dire qu'il y a une prise de conscience chez les Palestiniens par rapport au 48, parce qu'en 48, il y a eu 750 000 Palestiniens qui ont été déportés, qui ont été obligés suite à des massacres israéliens. Mais actuellement, avec chaque offensive, il y a eu des massacres. Et ça, c'est pas moi qui dis, ça, ce sont les organisations internationales qui ont qualifié les actes de violence par des crimes de guerre, crimes d'humanité. Et comme vous avez dit, il y a eu une enquête en 2009 qui n'a jamais été appliquée, donc les résolutions. En 2018, il y avait la Cour pénale internationale qui a décidé d'ouvrir une enquête. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui s'est passé sur le terrain. Et récemment, l'organisation de Human Rights donc Watch qui a qualifié donc crime de guerre, qu'est-ce qui se passe dans le territoire palestinien. Et jusqu'à maintenant, les Palestiniens attendent des concrets. Ils saluaient la mobilisation, les déclarations, mais les Palestiniens aujourd'hui, ils attendent le concret, surtout ils attendent solution politique. C'est ça aujourd'hui la demande des Palestiniens qui sont toujours là, que Gaza est toujours debout, malgré donc cette offensive, malgré la crise sanitaire, malgré la crise humanitaire. Merci Ziad. Je vais continuer sur
sur ton élan. Et cette fois-ci, ce que je veux montrer des images des destructions dont on a parlé, parce que là, l'impact socio-économique, tu en as parlé, puis on va lui donner une image, si tu veux. Donc, c'est de montrer un peu à chaque fois où il y a ces opérations qui arrivent, ce que ça donne sur le terrain, et puis comment tout est visé, il n'y a rien qui échappe. Donc là, vous avez une image de l'école internationale américaine de Gaza qui était complètement détruite en janvier 2009, ici un centre commercial en 2014. Et puis là, dernièrement, en mai 2021, je tenais vraiment à mettre cette information, excusez-moi, cette information sur mai 2021, alors que bien sûr, il y a eu des destructions qui ressemblent à ce qui s'est passé en 2009 et 2014. C'est la destruction de la librairie El Mansour. C'est une librairie c'est une très grande librairie qui est très connue à Gaza. Permettez-moi de mettre une vidéo et j'espère qu'il y a le son. S'il n'y a pas de son, dites-le moi, mais c'est une vidéo en fait, qui est sur YouTube. Donc, à la limite, si on n'a pas le son, on va vous envoyer le lien pour que vous la voyez vous-même. C'est quoi ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé. On va vous envoyer le lien parce que c'était un lien de YouTube. Je crois que c'était la publicité avant le lien, mais on va vous envoyer le lien pour que vous voyez justement ce document. Maintenant, l'autre chose qui est très importante vraiment par rapport à tous les événements, tout ce qui se passe à Gaza, c'est quoi l'impact de ce qui se passe sur les jeunes? Donc, l'impact sur l'éducation, l'impact sur les jeunes eux-mêmes. Regardez, là, ici, je montre une pyramide d'âge qui montre, je l'avais dit, 42% de la population a moins de 14 ans. Donc, la population à Gaza est vraiment très, très jeune. Et à chaque fois qu'il y a une destruction, les jeunes sont très touchés. Et comme on voit ici, en 2009, des enfants qui étudient dans les décombres, finalement, et puis des enfants qui sont aussi amputés. C'est un cas qui a été documenté par l'UNRWA en 2019. C'est un enfant pendant la grande marche du retour qui a été aussi impacté. Donc, 4 guerres, je pense que je n'ai même pas, c'est très difficile d'avoir des paroles par rapport à ça, mais 4 guerres sur 14 ans, il y a eu une infographie qui est intéressante que Visualizing Palestine a fait et qui décrit un peu l'impact sur les enfants. Donc là, on parle de traumatisme, on parle de santé mentale, etc. On se préoccupe beaucoup, nous, pour la COVID, de la santé mentale des gens, alors qu'on a ici des enfants qui ont 14 ans aujourd'hui et qui ont donc l'âge du blocus et qui ont vécu 4 guerres différentes, et donc c'est l'impact que ça peut donner sur sur leur santé mentale. Donc, Ziad, je sais que toi, tu t'occupes beaucoup des jeunes, ok? Et c'est important que tu nous parles un peu de ce que ça donne au niveau des jeunes. Donc, comment les jeunes réagissent par rapport à ça? Quel est le travail que tu fais, toi, et que font les autres sur les enfants de Gaza? D'abord, je viens définir, ça veut dire quoi être jeune à Gaza. Être jeune à Gaza aujourd'hui, ça veut dire être jeune entre 18 et 25 ans. Ça veut dire une personne qui n'a jamais quitté Gaza. Ça, c'est un jeune à Gaza. Deuxième chose, un jeune de Gaza, il connaît le monde seulement via Internet ou seulement la carte du monde. Un jeune de Gaza, ça veut dire quelqu'un qui est isolé, qui est au chômage. C'est vrai, il est attaché à sa terre. Il fréquente l'école, les lycées, l'université pour avoir un diplôme, mais après, il est au chômage. Donc, à part quelques initiatives de quelques associations et de quelques jeunes courageux qui travaillent beaucoup, la majorité des jeunes sont au chômage. Comme vous avez dit, 69,5% le taux de population jeune qui est au chômage à Gaza. Être jeune à Gaza, ça veut dire qu'il est enfermé, qu'il n'a jamais quitté la bande de Gaza. Donc voilà, donc ni tourisme, ni échange, voilà.
Et même s'il a une inscription à une université étrangère, il ne peut pas y aller à cause des fermetures de frontières. Être jeune de Gaza, ça veut dire quelqu'un qui est traumatisé. Et pas seulement les gens, toute la population de Gaza, de 2 150 000 Palestiniens, sont traumatisés parce qu'ils ont vécu 5 événements graves. 2012, 2014, marche de retour 2019 et actuellement 2021. Sans oublier qu'entre ces événements, il y a toujours des bombardements, il y a des attaques, des problèmes que le monde entier, le monde officiel, la communauté internationale, les médias, ils ne parlent pas. Quand il y a 3 à 4 morts, ce n'est pas grave. Et or, ça, c'est une réalité. Toujours des bombardements, toujours des agressions, toujours des attaques de la marine israélienne contre les pêcheurs. Mais il y a toujours des morts, des blessés. Mais quand il y a 4, 5 morts, quand le mort dépasse de 10 morts avec des roquettes, des missiles, des bombardements, le monde entier, y compris les médias et les instances internationales, commencent à faire aujourd'hui. Donc, pour les jeunes, souvent, soit ils sont isolés, ils sont enfermés, ils sont oubliés qu'il y a leur loisir, c'était des stades, ils ont été détruits. Les centres de loisirs, les cafés, tout était détruit pendant l'agression, sans oublier que ces dernières années, avec la crise sanitaire, donc tout le monde était isolé, enfermé. Il y avait un double confinement pour toute la population. Et donc les jeunes, ils souffrent de plus parce qu'ils n'ont pas de perspective. C'est ça le problème grave, c'est l'absence de perspective en dehors de la crise sanitaire, humanitaire, la destruction massive, les morts, les blessés. C'est le sentiment le plus grave, c'est l'absence de perspective. Donc nous, on a décidé, on essaye toujours de tenir les jeunes, de s'occuper des jeunes. Et donc, on a décidé, nous, la société civile, les intellectuels, les associations, de créer des cellules de soutien psychologique pour les enfants. Et donc, moi, j'ai une expérience depuis l'offensive de 2014 qui a duré 50 jours. On a décidé avec les jeunes francophones, les étudiants et les diplômés de français, de créer une cellule psychologique pour les enfants. D'une part, on fait 5 actions avec les jeunes. D'abord, on fait beaucoup de formations pour les jeunes, comme ça, pour les rassurer et pour ouvrir le marché du travail avec eux. Deuxième axe, on fait beaucoup d'échanges via Zoom, via Internet, via Skype avec le monde francophone, le Québec, la Suisse, la Belgique, la France, le Luxembourg, pour échanger, parce que l'armée de l'occupation, ils veulent isoler les Palestiniens et nous, à travers l'ouverture, la francophonie, on essaye de tenir les jeunes. Troisième action, aller sur le terrain, faire des activités de bénévolat, aller sur les champs pour trouver des actions de bénévolat avec aider les paysans dans le ramassage de leurs oliviers et leurs fruits et légumes, aller dans des usines pour aider les ouvriers et les travailleurs dans leurs usines, mais le travail le plus important, qu'on a formé une équipe jeune et bénévole pour aller faire des activités d'animation et de soutien psychologique depuis 2014 jusqu'à nos jours, et surtout après chaque événement grave, après chaque bombardement israélien. Et cette équipe, maintenant, elle est très active parce que toute la semaine, fait 2, 3 activités. Et donc, les jeunes, pour oublier leur traumatisme et leurs problèmes, donc, on leur envoie faire des activités de soutien, d'animation, il y a des chansons, des concours, écouter les jeunes, écouter les enfants, donc voilà. Et donc, c'est un projet, c'est une initiative qui marche très bien depuis 2014. Donc, voilà une initiative. Donc, ça, c'est à l'échelle personnelle, mais il y a d'autres structures, d'autres associations, d'autres personnes comme moi qui font ça au niveau de leur jeunesse, leurs enfants. Donc, voilà, en général, d'une part, il y a un désespoir total chez cette catégorie, la jeunesse palestinienne, mais il y a des initiatives qu'on essaie un peu de montrer. Et pour plus d'informations, vous avez une page sur Facebook qui s'appelle Gaza la vie. Donc, justement, parmi les initiatives des jeunes, ils ont créé une page magnifique en français qui s'appelle Gaza la vie, qui a des milliers d'abonnés. Et donc, Gaza la vie, c'est une page Facebook et c'est des chaînes YouTube. Et parmi les activités, ils montrent la vie, la continuité de la vie à Gaza. Et donc, quand il y a un mariage, quand il y a une fête, quand vous avez montré, les enfants continuent à faire leurs devoirs, continuent à fréquenter les écoles, même les fruits, continuent à fréquenter les universités, même s'ils vont être au chômage après 4 ou 5 ans passés à l'université. Donc, voilà, la vie continue. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Gaz à la vie. Il y a une page, donc vous, le public francophone, vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez suivre cette page où il y a beaucoup d'informations très objectives sur la réalité, surtout sur la continuité de la vie et surtout sur les initiatives. Parce que
en dehors de bombardements, on a une vie, on a des expositions pour des femmes, il y a les fêtes de mariage, il y a les sorties, il y a sur la plage, donc il y a la vie contenue, donc malgré tout, et il y a une chaîne YouTube avec des vidéos sur les événements, mais surtout sur la contenu de la vie. On parle de la culture palestinienne, on parle de la cuisine palestinienne, on parle de mariage, on parle de traditions, on parle des activités, de l'animation, de soutien psychologique pour les enfants. Donc, vous trouvez sur la chaîne Gaza la vie et sur voilà. Donc, voilà qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes. On essaye, c'est pas toujours évident, mais en général, les jeunes, ils ont besoin surtout d'une ouverture. C'est ça le plus important. Même si ils sont enfermés, ils sont au chômage, ils ont besoin d'une ouverture. Et on a vu, nous, parmi les initiatives qui marchent très bien, toutes les semaines, samedi, dimanche, on organise un Skype. Donc, dimanche dernier, avant-hier, on a fait avec une psychologue française qui a donné des conseils, qui a échangé avec les jeunes qui animent, qui font les activités d'animation. Donc, voilà une partie de nos activités, donc avec les jeunes, avec les enfants. On essaye. C'est pas toujours évident dans le contexte de Gaza, mais on fait notre devoir. C'est notre façon de résister. C'est attirer les jeunes pour qu'ils ne soient pas désespérés, pour qu'ils continuent donc une vie normale dans des conditions anormales dans cette région, dans cette enclave enfermée, isolée. Merci beaucoup, Ziad. Et la question qui vient tout de suite, et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Et le Canada, qu'est-ce qu'il a fait? On ne va pas donner une très belle image du Canada, mais c'est la réalité. C'est que pour tout ce qui est vote concernant ou affectant Gaza, donc dans l'autre webinaire, Catherine a montré toutes les résolutions qui concernent tout le territoire palestinien occupé. Ça correspond vraiment les résolutions qui affectent essentiellement Gaza. Et vous voyez donc en rouge, c'est vraiment la réponse non du Canada à ces résolutions. Et donc, que ce soit pour les pratiques israéliennes, les comités spéciaux, les conventions de Genève, les opérations de l'UNRWA, tiens. Donc, c'est très décevant. Et donc, on a du travail à faire. Nous, ici au Canada, on a du travail à faire pour pousser nos dirigeants à réagir, à faire... Donc, d'abord, pour éviter d'avoir aussi une image aussi noire du Canada sur le sujet. Donc, peut-être dire par rapport à Amnesty International que le 25 mai 2021, Amnesty International Canada a envoyé au Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, une longue lettre où elle a traité les 5 sujets que vous voyez ici. Donc, il y a le lien que Sarah va vous mettre sur le chat. Et d'ailleurs, sur le chat, vous allez trouver plein de liens, des liens dont on parle tous. Et dans cette lettre, donc, Amnesty International Canada demande au Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'abord de s'impliquer dans la session du Conseil des droits humains qui avait lieu tout de suite après le 25 mai, d'impliquer le Canada pour une enquête indépendante, de soutenir l'enquête de la Cour pénale internationale, parce que ce qu'on demande, c'est d'avoir une enquête sur les différentes opérations, les différents événements, surtout les derniers événements qui se sont passés, de reconnaître le caractère illégal de l'occupation des territoires palestiniens, parce que ça, c'est quand même quelque chose que l'ONU, dont l'ONU parle depuis un moment dans les résolutions de l'ONU, et puis le Canada, comme vous le voyez, n'a pas une réaction disons très propre, de mettre fin au blocus de Gaza et finalement, mais très important aussi, de revoir l'accord de libre-échange Canada-Israël pour y mettre une clause qui relève des droits humains. Donc ça le Canada en général le fait avec tous les pays, et puis malheureusement pour l'accord de libre-échange avec Israël, malgré les pressions qui a eu lieu pour que ça se fasse, eh bien, il n'y a pas eu de clause dérogatoire sur les droits humains. Donc, je pense qu'avec ça, j'espère qu'on aura couvert tout ce qu'il faut. Et puis, si on a du temps, c'est de passer aux questions-réponses. Alors, j'aurai quelque chose, on aura, peut-être tu vas en parler, Catherine, sur les actions. Je pense qu'on a peut-être le temps pour
une question. Si on veut pas, il y en a plusieurs. Là, la majorité d'entre vous et elles sont intéressantes. Je pense que je poserais là, la question. Il y avait quelques tentatives dans le passé de la part des militantes internationales, que ce soit par les airs ou par bateau, d'avoir finalement d'entrer à Gaza. Pourquoi tous les pays ont soit refusé l'accès ou rendu plus difficile l'accès à des gens qui voulaient venir supporter les personnes à Gaza. Et donc, la question, c'est un peu pourquoi ou qu'est-ce qui a fait en sorte que ces pays-là ferment leur accès plus facilement. Donc, peut-être, Nihad, je lancerai la question. Peut-être d'avoir un peu plus de précision quand on parle de pays. On parle de quel pays, là? Il n'y a pas de précision dans la question. OK. Est-ce que c'est des pays qui n'autorisent plus à leurs ressortissants d'aller vers les territoires palestiniens? Je crois qu'ici, on fait référence notamment au flottilles qui a eu lieu ou à la dernière opération Bienvenue Palestine, où même des avions avaient été retenus sur le sol de certains pays qui n'avaient pas pu rentrer en Israël. Je pense qu'on fait référence. Parce qu'il y a, d'abord l'interdiction d'Israël. Donc, il y a des gens qui sont refoulés déjà à l'aéroport en Israël parce que leur nom est sur la liste ou parce que Israël est au courant de ce qu'ils vont faire. Sinon, l'interdiction de gens dans leur propre pays de sortir. Si j'ai un peu plus de précision sur les pays en question, je ne sais pas, ce serait intéressant de le savoir, mais de toute façon, ce n'est pas très étonnant non plus. Il y a des pays, vu eux, leur réponse à la situation et leur réponse par rapport à ce qui se passe dans les territoires palestiniens d'une manière générale et à Gaza en particulier, n'encouragent pas tellement leurs ressortissants d'aller prêter main forte. Donc, c'est ce que je peux répondre tant que je n'ai pas de précision vraiment sur la question. Merci. Il y avait une question d'Alexandra. Je crois qu'elle s'adressait davantage à Diane quand vous parliez des projets là, que vous menez en Palestine avec les jeunes notamment. Il y avait comment peut-on vous proposer un projet à distance ou en ligne entre les jeunes de Montréal et de Gaza? Donc, vous pouvez donner mes contacts avec plaisir. Donc, comme je viens de dire, on travaille sur 3 projets, mais le projet le plus important, le plus bénéfique, c'est les échanges. Ce sont les échanges via Zoom. Et donc, on a déjà fait avec 2 amis canadiens, donc membres des associations pro-palestiniennes, donc le mois d'avril et mars dernier. Et donc, nous, chaque samedi, chaque dimanche, on fait un échange avec des personnalités, des personnes francophones. Et donc, avec plaisir. Donc, il y a un groupe de 7 à 8 jeunes francophones, ça veut dire étudiants et diplômés de français, professeurs, traducteurs et journalistes. Et on fait des échanges sur des thèmes et des thématiques précis. Le soutien psychologique, être jeune à Gaza, donc être médecin, être femme à Gaza. Donc, c'est varié. Donc, on a reçu une proposition de faire un échange sur un théâtre parce qu'il y a un spécialiste de théâtre qui était au Liban avec sa femme et donc il a proposé, donc on voulait faire le mois de mai, mais c'était reporté le mois de juillet à cause de l'offensive. Donc, pour nous, toute forme d'échange, donc voilà, vous pouvez donner mon email, mes coordonnées et chaque personne entre en contact avec moi et nous, on pourra proposer donc des échanges sur, voilà, ça c'est un élément très important et surtout s'il y a d'autres échanges plus ou moins plus professionnels. Ça veut dire s'il y a des jeunes étudiants, par exemple, à l'Université de Montréal qui peuvent, surtout que nous sommes en train de développer la langue française et la francophonie. Donc ça, sur n'importe quel thème, on peut travailler sur la littérature, sur la poésie et sur d'autres thèmes. Et j'ai oublié de vous dire que moi, personnellement, j'ai sorti un livre au Canada que malheureusement, je n'ai pas pu venir au Canada en 2011. C'était difficile de sortir de Rafah, malgré donc les invitations des universités, mais j'ai sorti un livre de poésie, donc que c'est sorti en 2011 au Canada. Donc, on peut travailler sur la poésie, sur le théâtre. Donc, voilà. Donc, on a beaucoup de projets. On travaille beaucoup sur le soutien psychologique des enfants. Donc, s'il y a
des spécialistes, des psychanalystes, des psychologues, donc québécois, canadiens, qui peuvent nous aider à travers les échanges s'ils ont des conseils. Donc voilà les échanges qu'on envisage, nous, avec les jeunes et les personnes donc, qui proposent ça aujourd'hui. Ce que j'aimerais dire, c'est que à la fin du webinaire, donc je pense, Sarah, tu le feras, on va envoyer un document où il y a les liens, d'ailleurs, à toutes les références de la présentation, de cette présentation-là. On vous donnera aussi les coordonnées de Ziad. Et puis, Ziad, tu nous donnes un peu les informations que tu veux partager avec les personnes présentes ici. On va les ajouter dans ce document-là et puis on va vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez le maximum. Mais je pense que, je regardais, il y a plein de questions qui sont très intéressantes. C'est de répondre. On pourra peut-être dans ce document-là répondre à certaines questions que les gens auraient posées puis où on n'a pas vraiment eu le temps de répondre. Je me lancerai quand même. Je pense qu'il y a quelques questions qui sont un peu plus courtes et je la combinerai, dont notamment par rapport à la lettre qu'Amnesty International a envoyée au gouvernement canadien, pour lequel tu faisais référence plutôt, Niad. Il y a quelqu'un qui se posait la question, est-ce que nous avons obtenu une réponse du gouvernement canadien à cette lettre? Vous savez que le gouvernement canadien ne répond pas aux lettres. Donc, non, on n'a pas eu de réponse et c'est pour cette raison qu'au début, c'était une lettre envoyée directement à Trudeau et à Garneau. Mais là, par la suite, c'est devenu, on l'a publié comme étant une lettre ouverte pour que ce soit un peu plus, pour que les gens le voient, là, pour donner un peu de visibilité à ça. Mais pas de réponse ni de Trudeau ni de Garneau. Et en général, on a rarement des réponses, surtout pour des sujets aussi. Nihad et Catherine, j'aimerais bien préciser une chose d'une façon très objective. Donc, moi, je vis à Gaza, je connais pas bien la position canadienne par rapport, vous êtes mieux placé de connaître la position. C'est vrai, en 2014, j'étais très sollicité par la radio-télévision canadienne. Cette fois-ci, j'ai fait 3 interventions avec les journalistes du Québec pour parler de la situation. Mais le Canada, il a débloqué 3 millions de dollars pour une aide humanitaire urgente pour les déplacés de Gaza. Donc ça, c'était décidé le 22 mai, le lendemain de cessez-le-feu. Et donc, pour le moment, parce que moi je suis de Gaza, il y a eu des avions qui ont été envoyés par l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, mais le Canada, il a envoyé via les Nations Unies une aide urgente de 3 millions de dollars. C'était des aides humanitaires, aides sanitaires, ça veut dire des médicaments, des couvertures et surtout des colis alimentaires pour les déplacés qui sont arrivés, qui ont été distribués pour les déplacés. Ça veut dire qu'au début, il y avait 40 000 déplacés qui ont perdu leur maison, qui ont fui les terrains de guerre. Maintenant, il y a eu seulement 3 500 qui sont toujours dans les écoles de Noroît. Et les autres, ils ont loué des appartements pour, voilà, c'est la description, mais voilà, pour répondre au rôle canadien. Donc voilà, mais sans se mêler dans les affaires internes. Donc je dis que voilà, qu'est-ce que le Canada a envoyé comme aide urgente aux Palestiniens de Gaza. On est content de savoir qu'il y a 10 millions qui sont arrivés parce que normalement, le Canada a débloqué 100 millions. Donc déjà, s'il y a 10 millions qui sont arrivés, on est bien content. Normalement, vous êtes censé recevoir plus que ça. Merci, Ziad et Niad. Comme Niad a mentionné, je pense pour les quelques questions là, qui n'ont pas été répondues, qui sont tout à fait pertinentes, on pourra tenter de donner des éléments ou peut-être des liens vers des rapports d'Amnesty International ou d'autres documentations pour tenter de répondre à ces questions qui sont tout aussi pertinentes. Donc, je me dirigerai là, vers... Il y a une, oui, ben c'est l'action. J'essaie de changer de diapo. Dans le contexte, là, autre que, par exemple, la lettre qui a été envoyée à Amnesty International, il y a aussi le groupe de la Rive-Sud de Montréal qui vont aussi envoyer une lettre là, au gouvernement canadien, à mon souvenir, pour justement rappeler ses obligations. Il y a une action que vous pouvez faire, là, que Sarah va vous mettre le lien dans le chat aussi et pourra vous être renvoyé par la suite d'une action que vous pouvez faire, d'envoyer une lettre au
secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour mettre fin au cycle d'impunité et de violence des droits humains. Donc, ça rappelle alors le gouvernement américain et son rôle et ses responsabilités aussi dans... En effet, il y a eu, d'après les données du secrétariat international d'Amnesty, il y a eu un peu plus de 150 000 personnes qui ont signé cette lettre, mais il en faut plus. Donc, pour ceux qui n'ont pas signé, s'il vous plaît, faites-le. Donc, le lien, probablement, Sarah va l'envoyer. Puis, concernant la lettre du groupe de la Rive-Sud d'Amnesty International, ben, si d'ici qu'on envoie le document le document avec toutes les informations du webinaire, bon, on ajoutera un lien. Si la lettre est prête, on ajoutera un lien pour que les gens cliquent dessus et puis signent aussi cette lettre. C'est une lettre qui en fait, qui va dans le sens de la lettre d'Amnesty, de la section du bureau d'Amnesty International Canada. Et donc, mais là, on sera capable de la signer individuellement, ce qui est important aussi. Merci, Niane, pour les précisions. Donc, pour jusqu'à l'automne prochain, c'est les 2 webinaires qu'on vous proposerait. On aura là, 2 autres webinaires, là, notamment un sur l'annexion qui vous sera présenté et un autre webinaire là, aussi en septembre. Donc, restez à l'affût. On va publier là, encore largement l'invitation à nos prochains webinaires. Je vous remercie tout le monde d'avoir participé, d'avoir été là ce midi avec nous. C'est un plaisir. Merci Ziad, merci Nihad pour votre temps. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir et d'être avec nous aujourd'hui pour avoir un peu fait le tour là, de la situation à Gaza. Ça reste complexe et donc on espère que ça vous aura donné les bases pour mieux comprendre ce qui se passe. Et il nous reste peut-être 2 minutes et je laisserai peut-être le mot de la fin à Ziad qui s'est approché de son écran. Non. Oui, Ziad